Il y a encore un an, Laurent Ournac pesait 145 kilos. En obésité morbide, c'est aujourd'hui sans tabou qu'il accepte de se livrer sur l'opération qui a changé sa vie. J'ai toujours été au-dessus de la courbe du poids, donc bon, j'ai grandi avec, j'ai vécu avec, je me suis construit une carapace avec. Et quand on se rend compte qu'on doit perdre 50 ou 60 kilos, seul, avec un régime et en se disant je dois manger des haricots verts vapeur et du poisson vapeur, ça paraît tellement inaccessible qu'on se dit il faut que je trouve le moyen de me faire aider. Est-ce qu'il vous arrivait d'avoir un certain mal-être? Les moments où je trouvais pas de chemise, ça m'énervait. Par exemple, dans un magasin, vraiment. C'est-à-dire que je trouve que c'est une discrimination de ne pas pouvoir s'habiller énorme. Cas de le dire, mais en tout cas, c'est difficile à vivre parce qu'il y a en plus un regard permanent des autres. Vous allez manger au resto, voilà, dès que vous mangez, il y a souvent des regards où on se dit oui, tu m'étonnes, il va en reprendre, hein, lui, et puis il va prendre un dessert. Il y a des choses comme ça, un peu dans l'agressivité qui existe. Il va prendre un dessert. Jusqu'à présent, on m'avait fait culpabiliser en me disant que c'était de ma faute, je mangeais trop et puis je faisais pas assez de sport. Et puis c'est en rencontrant le docteur Pourchet qui m'a opéré en décembre 2014, il m'a dit mais bon déjà on va tout de suite mettre les mots qu'il faut, vous êtes malade. Bon très bien. Alors la question suivante c'est alors comment je me soigne. Très honnêtement, j'ai pas du tout hésité. Je me suis toujours vu grossir avec les chiffres sur la balance parce que je me suis toujours régulièrement pesé. Mais bon, malheureusement, il n'y avait pas j'avais pas la méthode pour à ce moment-là. Moi, je dis souvent que c'est une renaissance cette opération. Et je me dis aujourd'hui, je vais pouvoir vivre la vie que j'ai toujours voulu avoir. J'ai une photo de vous avant. Je peux me permettre de vous la donner. Est-ce que vous vous reconnaissez en voyant? Ben non. Je me dis que j'ai l'impression de voir un film américain où on m'aurait déguisé avec du latex. Je me dis mais non, j'ai pas été comme ça, c'est pas possible. C'est ça le plus dur en fait pour le moment. C'est de revoir les images d'avant et de se retrouver confronté à ce qu'on a été pendant très longtemps. Vous avez choisi de parler de cette opération très franchement, sans tabou. Je vois pas pourquoi j'irais mentir en racontant une fausse méthode miracle, alors qu'il y a une vraie méthode médicale. Donc je vais pas aller dire non, c'est parce que je fais très attention à ce que j'ai mangé, et puis j'ai fait du sport. Non, c'est pas vrai. Mon message aujourd'hui, il est de dire, voilà, si vous êtes dans une situation de surpoids, que vous n'avez plus envie d'accepter, consultez. Voilà. Ça veut pas dire vous faire opérer, juste consulter voilà, une équipe médicale qui va vous prendre en charge, qui va vous expliquer, vous accompagner, qui va essayer de comprendre pourquoi vous en êtes là aujourd'hui. Je peux pas parler pour tout le monde, mais je pense qu'il n'y a aucun gros qui, en vrai, n'a pas envie de perdre les kilos en trop qu'il a. Quand on commence à refaire des choses qu'on ne faisait plus, à vivre des choses qu'on ne vivait pas, voilà, là, ça redevient... on a l'impression de démarrer une vraie nouvelle vie. Bonjour à tous et bienvenue sur France 2. C'est le parcours de Laurent Ournac que vous venez de découvrir qui nous a inspiré cette émission. Et c'est pour cette raison que nous avons invité son chirurgien, le docteur Guillaume Pourchet, sur le plateau. Bonjour docteur. Vous êtes docteur en chirurgie viscérale et digestive et vous connaissez bien ce problème de société. On va aussi saluer Frédéric Farigou, le psychologue. Elle va pouvoir compléter votre point de vue de médecin avec ses éclairages psychologiques. Docteur Pourchet, avant tout, une petite réaction à ces chiffres sur notre écran. C'est un problème majeur. C'est un problème majeur de santé publique. Alors là, on parle d'obésité. Ce n'est pas l'obésité maladie, l'obésité morbide. C'est l'obésité qui se définit par un indice de masse corporelle mesuré à 30 kg par mètre carré. Donc c'est une population peut-être à risque de la maladie, mais qui n'est pas encore dans la maladie. Et c'est un problème majeur de santé publique et qui touche le monde. Et ce sont des chiffres en augmentation ? Ce sont des chiffres qui sont très nettement en augmentation depuis une trentaine d'années. Donc liés à la sédentarité, à l'alimentation ? Alors les causes sont complexes. Les causes sont complexes, on va sûrement en discuter pendant l'émission. Il y a la sédentarité certainement, tout ce qui est lié au comportement. Mais vous avez également des causes qu'on est en train de définir, comme des causes génétiques, des causes psychologiques, des causes microbiennes. Il y a des études sur le type de bactéries qu'on a dans son intestin, dans son tube digestif, qui peuvent intervenir sur la maladie. Donc c'est une maladie très complexe, multifactorielle, et qui touche l'ensemble du monde de façon quasi épidémique. C'est-à-dire que vous allez sûrement en parler, mais les chiffres annoncés en France, notamment de l'obésité, sont tout à fait alarmants.
Alors, quels sont les principaux dangers pour la santé lorsqu'on est en obésité morbide? Qu'est-ce qu'on risque? Alors, les risques de cette obésité morbide, c'est premièrement de mourir. On meurt beaucoup plus vite quand on est en situation d'obésité morbide. C'est très clair. Toutes les études scientifiques sont très claires dessus. Il n'y a aucun doute là-dessus. Donc, on est en danger de mort, premièrement. On est en danger pour sa santé de façon globale, avec des maladies comme le diabète qui vont apparaître, l'hypertension, toutes les maladies cardiovasculaires. Le corps se dégrade tout simplement. C'est-à-dire qu'on imagine bien, quand on souffre de la maladie, on a 50, 60 kilos de trop sur les épaules, que chacun essaie de porter ce poids-là, et on va voir qu'on ne peut pas vivre. On ne peut pas se déplacer, on est essoufflé. Donc vraiment, c'est une situation de danger grave. Un patient qui souffre de la maladie obésité, de l'obésité morbide, ne sera jamais guéri. Un peu comme un diabétique. C'est-à-dire qu'il faut apprendre à vivre toute sa vie avec cette maladie. Et ça, c'est très important de savoir. Parce que ce n'est pas de sa faute. On a une maladie. On n'est pas un idiot qui mange trop. Ça, il faut faire sauter tous ces tabous de société. C'est une maladie. Ce n'est pas vraiment de sa faute. Vous insistez beaucoup sur le mot maladie, parce que, et c'est assez, j'ai rarement entendu dire ça, justement, appeler ça une maladie. Donc j'imagine que vous le faites exprès. C'est volontaire, oui, tout à fait. C'est vraiment, je crois que essentiel pour la compréhension et pour réaliser la situation, tout simplement. C'est-à-dire que même les médecins ont du mal à voir ça. Alors, il y a plusieurs facteurs qui l'expliquent, c'est-à-dire qu'on ne la connaissait pas bien. C'est assez récent de voir les problèmes d'obésité comme une maladie. Bonjour Bruno. Bonjour. Alors Bruno, j'imagine que ça vous parle, tout ce que vient d'évoquer le docteur Pourchet. Oui. C'est pour vous que nous faisons cette émission aujourd'hui, pour venir nous voir. Vous avez dû demander une autorisation de sortie à la clinique spécialiste du traitement de l'obésité dans laquelle vous vivez depuis 1 an. Ouais. Où en était votre courbe de poids lorsque vous avez posé vos valises dans ce centre? J'avais explosé le compteur. J'étais à 310 kilos. Et aujourd'hui? Là, je suis à 217. Alors, pour venir jusqu'à nous, ça n'a pas été évident. Hein, ah bah non, c'est sûr que c'est... Vous avez pris l'avion et il a fallu payer 2 billets pour que vous occupiez 2 fauteuils? Oui. Ah oui, parce qu'il n'y a rien qui fait pour les personnes en surpoids ou quoi. Donc c'est humiliant à vivre? Ah bah, elle regarde l'autre après, oui. Puisqu'il faut 2 fauteuils, donc de suite, on passe pas inaperçu. Alors vous êtes marié, vous avez une fille de 11 ans. Ce sont les 2 femmes de votre vie qui vous ont donné l'envie de vous battre pour aller mieux. Comment vous expliquez que vous en soyez arrivé à ce poids-là? Bon, c'est par rapport à ce qui m'est arrivé, quoi. Et après, c'est dans la tête, quoi. Quand ça va pas, c'est compliqué, quoi. On se ment à soi-même et on se renferme dans quelque chose qui... On se détruit, quoi. Donc ça devient compliqué. Donc cette cure, tout seul, dans cet établissement, ça doit être difficile à vivre? Ah, c'est difficile, mais bon, après, je sais que c'est un mal pour un bien, donc... Donc vos femmes vous manquent? Bah oui. Vous la voyez quand la prochaine fois? Bah, là, c'est dans pas très longtemps. Bah, c'est dans encore moins longtemps, puisqu'elles vous ont fait la surprise d'être là aujourd'hui. Votre femme, en tout cas. Elisabeth est avec nous. Tu vas mettre là? Ben, vous pouvez vous mettre à côté de lui. Oui. Voilà. Vous êtes ému comme ça. C'est difficile? C'est une période difficile à vivre? Oui. Il vous manque? Oui. Vous faites du souci pour lui? Oui, bon, beaucoup moins parce qu'il s'est pris en main. Mais bon, la distance, tout ça, c'est dur, quoi. C'est grâce à elle et à ma fille que... C'est vous qui lui avez donné? Oui. Ça faisait longtemps, j'imagine, que vous le poussiez à se faire soigner? Oui. Qu'est-ce qu'il vous répondait? Ben, qu'il voulait pas, qu'il n'était pas prêt, qu'il est...
Dans sa tête, il n'était pas prêt, quoi. Que lui ont dit les médecins quand il est rentré dans ce centre? Ben, qu'il était temps qu'il se prenne en main, parce que c'était vraiment un poids, vraiment... Sinon, c'était quoi la menace? La mort. menace. Hein? C'était la mort. La mort. Oui, donc il y avait urgence à vous soigner. Oui, oui. Vous êtes ensemble depuis combien de temps tous les deux? 13 ans. 13 ans. 13 ans. À cette époque, Bruno avait déjà des problèmes de poids? Non, moi quand je l'ai connu, bon, il était ni gros ni maigre, mais voilà quoi. Ça, c'était quand vous êtes arrivé au centre? Bon, ça c'est un peu après, j'étais encore plus costaud. Vous êtes en fauteuil roulant? Oui, parce que j'ai les genoux comme morflés. Donc, Oui, c'est ça, parce qu'après, il y a tout un tas de conséquences secondaires sur le corps. Bah, bien sûr. Les jambes qui doivent supporter le Le poids, poids, voilà, les l'accumulation. articulations, les pieds, les genoux, tout ça, c'est problématique. Exactement, ouais. C'est vraiment une destruction du corps, complètement. D'ailleurs, c'est compliqué parce que je dois faire une IRM, mais il faut que je perde encore 2 kilos. Pour rentrer dans la machine? Oui, parce qu'il y a des machines esprit. Au lieu de rentrer, elles descendent. Ouais. Et donc, bon, là, j'étais très jeune. Qu'est-ce que vous pensez en regardant cette photo? Ah, ça fait drôle. Qui est le vrai Bruno? Lui ou vous aujourd'hui? Ah, il est à mi-chemin entre les deux. Alors en fait, tous les deux, vous avez trouvé refuge dans la nourriture lorsque votre morale est tombée au plus bas. Qu'est-ce qui a provoqué cette descente aux enfers? Ben, on avait pris une boulangerie, quoi. Et suite à ça, après, on s'est fait avoir, quoi. C'est-à-dire? Ben, on a resté une ruine, quoi. Il y a tout qui se cassait. On s'est endetté jusqu'à de pouvoir s'en sortir. Donc après, voilà, ça a été l'accumulation des problèmes, des difficultés quoi, entre nous, voilà, devoir de l'argent. Donc vous êtes C'était tombé dans compliqué. une spirale de l'échec, dépression, Ouais. Ah oui. et vous avez trouvé refuge dans la nourriture. Vous-même, vous êtes monté jusqu'à quel poids? Je suis montée jusqu'à 165 kilos. Et vous êtes redescendu? Oui, en 2007, j'ai posé un anneau gastrique. J'ai perdu plus de 40 kilos. Voilà. Et à l'époque, j'imagine que vous avez incité Bruno à faire la même chose? Ouais. Mais bon, il n'était pas prêt. Il n'était pas prêt. Non. Non. À cette période, qu'est-ce que vous étiez capable de manger dans la journée? Ah, ben, je peux manger 1 kilo de charcuterie, oui. Après du pain, voilà, après beaucoup de sandwich. Alors, c'était comme ça 1 kilo Ah, c'est dans la journée, quoi, l'accumul. Après, voilà, on ne regarde pas, quoi. C'était du gras, plus du gras, plus du gras, avec du gras. Ouais. Et les boissons? Soda. Frédéric, on sait que le rapport à la nourriture est très symptomatique. Est-ce que vous pouvez nous éclairer justement sur ce mécanisme? Là, c'est vrai que ce témoignage est quand même très emblématique et assez poignant de vous entendre tous les deux. Là, le rapport à la nourriture est complètement faussé. C'est-à-dire qu'au lieu d'être un carburant, une énergie qui va faire fonctionner le corps correctement, là, la nourriture, elle est mise à une place qui n'est pas la sienne, qui est la place de doudou, de refuge, de réconfort, de plaisir aussi. Et c'est vrai que là, on sent bien que dans la difficulté à nommer toutes ces émotions douloureuses, peut-être l'angoisse, tout ce que vous a fait vivre, cet échec, donc la difficulté à nommer ces émotions, à les partager ensemble, fait qu'on va chercher à neutraliser toutes ces émotions négatives en ingurgitant de la nourriture. C'est-à-dire que c'est vraiment, ça agit comme une incapacité aussi à trouver un réconfort, parce que c'est sans fin. Hein, comme vous le disiez, à un moment, c'est se remplir pour éviter d'avoir à affronter ces émotions négatives. Donc c'est vrai que c'est toujours important de faire un travail sur comprendre ces émotions qui font manger. Parce qu'on ne peut pas faire l'économie de cela, parce que après
voilà, un travail ou une opération, c'est important d'être capable de dire et de gérer les angoisses autrement. C'est-à-dire qu'autrement que par ce rapport faussé à la nourriture. Il faut être capable de les nommer. Donc c'est pour ça que c'est vraiment important d'aider la personne obèse avec un suivi psychologique pour être capable de gérer l'angoisse, travailler sur l'image de soi, parce qu'effectivement c'est pas si simple de passer d'un corps obèse à un corps avec lequel on a affaire et qui a un corps nouveau. C'est une réalité. Donc parfois il y a un décalage entre la personne que je suis à l'intérieur et la personne que je vois dans la glace. Est-ce qu'on peut dire que c'est une sorte de suicide? C'est ça, c'est un suicide. Et alors, dans ces cas-là, vous n'avez jamais pensé au suicide? Non, non, parce que le fait de me renfermer sur moi-même et de rien voir, ça me permettait de plus exister, quoi, en gros. C'est une attitude suicidaire, ça c'est une réalité. Mais le corps gros, c'est aussi une manière d'attirer l'attention et d'alerter sur sa souffrance. Donc c'est vrai que la personne, à la fois, elle est dans une demande, puisqu'il y a une souffrance, et elle l'exprime en montrant ce corps, effectivement, qui prend beaucoup de place et qui alerte sur cette souffrance, sans pouvoir la nommer. C'est ça qui est compliqué. Donc c'est là où le rôle de l'entourage est important de dire ses inquiétudes, surtout dans le couple, de dire aussi ce que ça nous fait vivre, de voir l'autre dans cette attitude suicidaire. C'est compliqué de vivre à côté de quelqu'un qui est dans cette attitude-là. On se sent impuissant face à cette spirale mortifère dans laquelle l'autre s'installe. Est-ce qu'il y avait des cas d'obésité dans votre famille? Oui, il y en a certains. Oui, c'est ça, parce qu'il y a aussi un facteur génétique. Ouais, moi, je voudrais vraiment intervenir parce qu'il ne faut pas résumer la situation au régime alimentaire. Très clairement, il y a tout ce que vous avez très très bien expliqué, une attitude, une fuite. Il y a une réalité aussi physiologique. Quand on est à 200, 300, plus de 200 kilos, pour se déplacer, vous imaginez les efforts qu'il faut faire, et on a une sorte de besoin, et puis une fuite effectivement de son état, donc c'est une spirale incroyable. Et on ne peut pas résumer la situation de Bruno à ce qu'il mangeait, les quantités incroyables. Deuxième chose, il y a des gens qui mangent beaucoup, et qui ne grossissent pas. Il y a véritablement un problème physiologique, génétique, psychique sûrement également. C'est vraiment une maladie complexe qu'on a du mal à comprendre. Et le drame, c'est que Bruno ne peut pas s'en sortir tout seul. Il a beau faire tous les régimes de la Terre, il va arriver effectivement quand on ne mange pas, on maigrit, mais on n'est pas fait pour ne pas manger. On est obligé de manger. Et même en mangeant un petit peu, le dérèglement de son corps fait qu'on regrossit très très vite. Et on grossit plus qu'avant le régime. Parce que là, le corps est devenu dans une spirale de crise permanente. Et ça, on ne peut pas s'en sortir. Et ça a été largement prouvé par les articles scientifiques, les études. Le traitement médical, les stages, les hospitalisations, on ne voit même pas sa famille. Vous vous rendez compte, l'horreur que vit Bruno? C'est-à-dire qu'il ne peut même pas voir sa famille, il est dans un stage isolé comme s'il était trop bête pour se contrôler. Il ne s'en sortira pas avec des régimes. C'est pas possible, il va faire même que aggraver la maladie. Et il faut absolument mettre en place un traitement. C'est pas parce que je suis chirurgien que je dis ça, mais malheureusement, c'est la seule solution qui permet de sortir de la spirale. Alors Laurence est passée par là. Bonjour Laurence. Bonjour. Et si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que vous vouliez rencontrer Bruno, justement, pour lui donner un petit coup de boost. Vous venez d'être opéré d'une sleeve il y a tout juste un mois. Oui. Combien vous pesiez avant l'opération? 125 kg 700. Quel événement a complètement changé votre manière de manger? Ben, je mange plus du tout pareil. Enfin, je mange beaucoup, ce qui me fait plaisir, en tenant bien sûr compte de ce que je dois manger. Mais je mange beaucoup moins. Aujourd'hui, après l'opération. Oui. Mais auparavant, avant l'opération, est-ce qu'il y a eu un J'ai événement... d'abord eu un anneau gastrique. Ça a été terrible. Et il y a bientôt 18 ans, j'ai perdu mon père. Et ça a été pour moi quelque chose de très, très dur. Et donc, c'est à la suite du décès de votre papa que vous avez pris... Voilà, j'ai toujours eu quand même des problèmes de poids suite à la formation en étant jeune fille. Mais à la perte de mon père, pour moi, c'était vraiment perdre mon pilier. Il est décédé de quoi? D'un anévrisme à l'aorte, donc problème cardiovasculaire. J'ai
J'ai pas réussi à prendre conscience, en fait, par rapport à mon poids. Et je n'ai fait que de continuer à grossir. Il était en surpoids, votre père? Il était bien rond. Il n'était pas obèse. Mais par contre, donc ma grand-mère paternelle était déjà obèse à l'époque. Et les tantes de mon père, donc mes arrière-tantes paternelles, étaient 3 sœurs qu'on appelait les Peter Sisters, tellement elles étaient énormes. Donc il y a un côté génétique, bien évidemment. Donc vous avez bénéficié de cette sleeve. Depuis, vous vous alimentez différemment. Oui, bien Et sûr. vous avez perdu combien de kilos 12 kilos. Donc ça fait 1 mois. Oui, 1 mois et demi, pas tout à fait. Donc ça marche bien. Oui, C'est oui. un bon résultat pour vous. Tout déjà. à fait. C'est dans la norme, complètement. Comment vous vous sentez aujourd'hui? Je me sens très bien, j'ai pas été du tout fatiguée. J'ai lu plein de témoignages sur Internet, les gens étaient très fatigués pendant 1 mois, etc. Moi, au bout d'une semaine, tout allait très bien. Je me sens parfaitement bien. Bon, bah, tant mieux, on Ouais. s'en réjouit. Votre fils Kevin Oui. est avec nous dans le public. Vous pouvez nous rejoindre? Bonjour. Asseyez-vous. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de ce facteur génétique? Est-ce que vous pensez que vous en avez hérité? J'en ai malheureusement hérité. Comme ma mère, mon grand-père, ça m'a beaucoup touché aussi. Et malheureusement, j'ai pas trop le choix de vivre comme ça. Qu'est-ce qu'on Alors n'y peut vous, pas grand-chose. aujourd'hui, vous pesez combien? Je suis entre 120 et 125 kilos, à peu près 123. Je le vis mal. Et comme disait l'interview de Laurent Ornac tout à l'heure, à un moment il dit je suis malade. Je pense que ouais, je suis malade aussi, malheureusement. C'est récent que vous le pensiez? Est-ce que vous avez été dans le déni jusque-là? C'est vivre les opérations avec ma mère. Parce que toujours, enfin, vivre avec ma mère et forcément vivre ce qu'elle vit aussi. Donc le surpoids, les opérations, les régimes. Essayer moi aussi de vivre ces régimes, de les faire. C'est pas toujours évident, on y arrive. Après, on se stabilise, on remange un tout petit truc comme disait le docteur tout à l'heure, et on reprend bêtement et facilement. Vous êtes inquiète pour son... Très inquiète. Voilà. Très très inquiète. Il a vécu mes 2 parcours, puisque je viens de faire 2 parcours. J'ai d'abord eu un anneau gastrique qui a été un échec total. J'ai vraiment beaucoup souffert, moralement, physiquement. J'ai enfin connu un super hôpital, l'hôpital Béclair, où je suis très bien suivie avec une équipe formidable. Et là, franchement, jamais... je remercierai toujours l'équipe parce que j'ai toujours eu bonjour, ça va, toujours des bons sourires, etc. Je lui demande toujours de consulter. Il me dit oui, je verrai, mais oui, je suis très inquiète, bien sûr. Bruno, vous, à 22 ans, vous pesiez combien? 70 kilos. 70? Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire à Kevin? Après, c'est différent, on est tous différents. Et apparemment, c'est génétique. Moi, j'ai eu des problèmes dans ma vie. Après, je pense... moi, honnêtement, je pense que le côté psychologique est très important. Après, juste pour revenir à ce que disait le docteur, je ne suis pas enfermé, je ne suis pas prisonnier. Je ne fais pas un régime. On m'apprend à remanger, je mange de tout. C'est une réadaptation nutritionnelle, justement pour m'apprendre à manger normalement, à m'apporter le nombre de calories que j'ai besoin avec le corps que j'ai aujourd'hui. Donc c'est une autre démarche, quoi. C'est pas un régime proprement dit, parce qu'on mange de tout, on a droit à tout. Après, c'est de savoir gérer. Et est-ce qu'on s'occupe de votre tête aussi? Aussi. De votre mental? Oui. Ça vous Oui, fait du parce que bien? ça fait un tout. C'est un tout. Ben oui, parce que c'est... Je pense que quand on est mal dans sa tête, forcément, on a du mal à s'occuper de soi. Docteur Pourchet, à quel moment il faut commencer à s'inquiéter? Par exemple, ce jeune homme de 22 ans, vous lui diriez quoi, vous, aujourd'hui? Alors, en fait, il faut le répéter, effectivement, calculer son indice de masse corporelle. Dès qu'on a 35, c'est pas normal. Il faut consulter. Et je pense, Vous avez je sais combien, pas votre vous, taille, Kevin? on est autour de 40 peut-être, juste 39. Un petit peu plus, il me semble que c'est 41, 42. Ouais. Donc, il faut consulter, absolument. C'est pas normal. Même si on mange mal, on mange tous mal. Et c'est vrai que, comme l'a bien décrit Laurence, il faut réapprendre à manger. Après ce type d'opération, que ce soit l'anneau, la sleeve ou le bypass gastro-jejunal. C'est très important. Et puis le facteur génétique, on en a beaucoup parlé, c'est complexe
C'est-à-dire que c'est comme une sensibilité génétique, si vous voulez, à la maladie. Et dès qu'on sort du bien manger, très vite, on se retrouve dans une spirale dont on ne peut pas s'en sortir. Il y a une transmission, hein, on le sait, il y a des études qui sont claires. C'est-à-dire qu'il y a des transmissions de la sensibilité génétique, si vous voulez. Ce n'est pas un gène qu'on transmet, mais c'est une sensibilité de reproduction de certains gènes. Et ça, c'est le fait d'opérer, d'être pris en charge, de maigrir, diminue la transmission. Donc vraiment, plus tôt on est pris en charge, mieux c'est. Moins le corps est abîmé, mieux on s'habitue aux nouvelles, parce que quand on a vécu 40 ans, 50 ans avec ses habitudes, avec sa gestion de ses angoisses, il est très difficile de revenir en arrière. C'est-à-dire que quand on a la maladie obésité, qu'on est sensible à la prise de poids très rapide, comme c'est vos cas, on n'a pas le droit de mal manger. On n'a pas le droit de mal manger, on n'a pas le droit de ne pas faire d'activité physique régulière. C'est-à-dire qu'il y a des exigences que la majorité de la population n'a pas, puisqu'on mange tous très mal, on saute des repas, on mange très gras tous. Hein, les apports alimentaires sont trop importants pour la population générale. Donc c'est vraiment une situation difficile de maladie, je réinsiste là-dessus. Et il faut se faire prendre en charge dès 35 d'indice de masse corporelle, consulter absolument. Vous seriez prêt à consulter, Kevin? Aujourd'hui, je pense qu'après avoir vu ma mère vivre ce qu'elle a vécu, je pense que je serai prêt à consulter un médecin. Vous faites du sport, vous? Très peu, malheureusement. Et le couple, ça ne doit pas être évident de vivre tout ça dans un couple. Est-ce que ça a des répercussions sur la vie de couple? Bien sûr que ça a des répercussions. Forcément, le corps change, nous aussi, on change, on ne parle plus, on communique moins, on se renferme. Après, le contact avec l'autre est difficile, quoi. On ne s'accepte pas soi-même, donc on peut pas... C'est compliqué, après. Laurence? C'est exactement ça. C'est vrai que c'est très difficile. On repousse facilement l'autre. Surtout... Et puis quand, par exemple, mon mari, de temps en temps, ce qui est normal, hein, regarde une femme passer, c'est difficile pour moi. Et du coup, voilà, on se renferme, effectivement. Qu'est-ce qui est le plus dur, Frédéric? Le regard du conjoint ou son propre regard sur soi-même? Je pense que le regard du conjoint vient appuyer déjà sur une dévalorisation de soi-même, une haine de soi, même pour certaines personnes, et une image très très dégradée de soi. Et ce qui donne, à un moment donné, chez la personne obèse, un isolement. Parce que la vie émotionnelle et relationnelle se réduit petit à petit, on fait de moins en moins de choses, donc on communique moins, on partage moins, on a moins d'activités extérieures, sociales, on ne va pas au cinéma, hein, il y a des problèmes pour trouver des places. Enfin, il y a toutes des conséquences qui réduisent la vie et condamnent à un isolement qui effectivement est très toxique. Et c'est un cercle vicieux, c'est-à-dire que plus je suis dans cette image dégradée de moi-même, plus je me réfugie dans la nourriture. Donc c'est vraiment important, et c'est pour ça qu'effectivement consulter, être pris en charge, ce qui est important à souligner, c'est une prise en charge globale. Ça ne peut pas être uniquement sur la nourriture, uniquement sur l'opération, uniquement sur le psychologique. Cette prise en charge globale est vitale, parce qu'effectivement, vous le disiez très bien Bruno, il y a une réadaptation alimentaire, il y a une réadaptation à l'effort, parce que bien sûr dans votre cas, il ne s'agit pas de parler de sport, il y a une prise en charge psychologique, il y a effectivement se réadapter et manger autrement, mais c'est aussi vivre autrement, gérer ses angoisses autrement. Donc c'est tout un apprentissage et qui est effectivement, pour ça, vous avez besoin d'aide. Donc la prise en charge est nécessaire. Qu'est-ce qui se passe maintenant quand vous avez une angoisse? Avant, vous mangez de la charcuterie. Aujourd'hui? Maintenant, je fais du sport. Quel sport? Alors, dans l'endroit où je suis, on appelle ça l'haltérgé. C'est quoi? C'est une machine, en fait, c'était pour les sportifs, pour la réadaptation. On rentre dedans et ça enlève jusqu'à 80% du poids du corps. Donc, dessus, on peut marcher, on peut presque courir. Voilà. Et il y en a une autre aussi où on fait du renforcement musculaire. Donc, dès que vous sentez qu'une angoisse monte, hop, vous y Non, allez. c'est pas dès qu'une angoisse monte, c'est que maintenant, j'en fais tous les jours. Donc, forcément, en faisant du sport, ça aère l'esprit. D'accord. Voilà. Je fais de la gym après. C'est différent. Elisabeth, vous êtes plus sereine ou vous faites toujours autant de soucis pour lui? Ah non, je suis tranquille. Vous êtes tranquille? Ah oui.
Ah, parce que la clinique où il est, c'est vraiment, ils sont vraiment super. C'est vraiment des bons docteurs, des bonnes infirmières, et je sais qu'il va s'en sortir là-bas. Mais déjà, il a fait un bon parcours. Hein. Et vous alliez rester combien de temps avant d'envisager l'opération? Opération. Comment? Je veux pas d'opération. Ah, vous voulez pas l'opération pour le moment? Non. Non. Non, après, peut-être un an. Ouais. Pourquoi vous voulez pas l'opération? Parce qu'après, c'est personnel. Hein. Après, si ça peut aider des personnes, tant mieux. Quoi. Après, je pense que voilà, on est tous différents. Chacun... Vous espérez... Moi, je les ai pris, je pense les repères d'après. Ouais, c'est ça, vous après, êtes... je dis pas que j'y arriverai pas. Hein. C'est pas ça. Mais pour l'instant, dans mon parcours, quoi, ça marche, donc je continue comme ça. Après, si ça bloque, si vraiment ça marche pas, je me retournerai vers... Non, parce que vous en avez déjà perdu 100, comme c'est beaucoup. Quasiment, déjà. Ouais. En combien de temps, alors? En un an. Un an. Donc là, vous ne savez pas combien de temps vous allez y rester, là-bas? Non, exactement. Je ne peux pas définir, parce que la perte de poids, après, elle est jamais régulière. Alors, on l'a déjà dit, l'obésité morbide et l'obésité en général devient une vraie question dans nos sociétés modernes, très industrialisées. Une question qui inspire jusque dans l'art. Vous voyez cet extrait d'une pièce de théâtre qui a été écrite avec l'aide d'anciennes personnes obèses, désormais opérées et sur la voie de la guérison. Je suis Dame Obésité. Et je suis venue ici vous parler de moi. Enfin de moi, disons de nous. Oui, nous qui sommes en obésité morbide, et on représente quand même 1,2% de la population française, hein. Faisons ensemble un tour d'horizon gastro-tragico-comique de l'enfer et du paradis vécu par l'obèse. L'avant et après opération. Ça y est, Marie, j'ai fini le parcours du combattant. Terminé. Bienvenue au club. Ah, pour moi aussi, c'est enfin terminé. Que d'examens. Mais bon, c'est pour notre bien. Tu as fini par quoi, toi, aujourd'hui? La fibro, avec le tuyau dans le pif. Marc, c'était le nez ou la bouche. Hein. Pour moi, c'est tout le fond de teint qui est parti une fois l'examen terminé. Voilà. Allô? SOS, obésité. Oh bah non, ça existe pas. Les gros, on veut pas les voir. Mais non, il faut en voir à toute la société. Qu'est-ce que vous en pensez, Bruno? Vous iriez voir ce spectacle? Ben oui. On a envie de se projeter, justement, qu'on vous tende un miroir sur vos problématiques, ou au contraire, on en préfère s'échapper? Ça dépend des moments. Des fois, ça fait du bien un peu de voir un peu la réalité en face. Puis des fois, c'est bien aussi de l'oublier, de s'aérer. Qu'est-ce qui vous a fait prendre conscience que vous deviez réagir? C'est surtout quoi, ma fille. J'ai regardé un reportage d'un de vos confrères dans les yeux d'Olivier, voilà, qui parlait justement de l'histoire d'un monsieur qui avait perdu 200 kilos en 2 ans. Et donc là, voilà, ma fille m'a dit, papa, c'est possible. Donc voilà. Et puis il y a eu des vacances en Espagne aussi. Qu'est-ce qui s'était passé? Ah, ça aussi, ouais, ça c'était au début. Parce qu'en fait, j'ai un cousin qui est costaud, qui a toujours été costaud, et qui me dit, maintenant, je crois que c'est toi qui es plus costaud que moi. Moi, je maintenais que non, et quand je suis monté sur la balance, je faisais 215 kilos. Et là, c'est comme si on m'avait mis tous les kilos dessus. Et à partir de là, quand j'ai vu ce poids, en fait, c'est là où j'ai tout pris d'un coup. Mes kilos, mais ça paraît dur à croire, mais... Le regard de sa petite fille, ça a été un élément déclencheur, manifestement. Absolument, mais je pense que ça lui a redonné espoir. Cette phrase tellement spontanée face à ce reportage, je pense que c'est ça qui a été très aidant. Et puis effectivement, la comparaison avec cette personne vous a fait sortir du déni. Et soudain, votre corps vous est apparu, alors que jusqu'à présent, il restait une abstraction. Et moi, c'est ce qui me frappe quand je travaille avec des personnes en situation d'obésité. C'est ça, c'est que le corps devient complètement abstrait, presque plus vivant.
omniprésent, mais en même temps abstrait. Donc, c'est pour ça que c'est très important de sortir de ce déni pour se prendre en charge. Et c'est ce que vous avez fait. Et je trouve ça, permettez-moi de vous dire, formidable. Parce que la démarche dans laquelle vous êtes, on a l'impression que vous avez vraiment pris conscience de ce dont il fallait prendre conscience. Jusqu'à maintenant, ça va. Ben oui, vous pouvez être fiers de vous. Vraiment. Ça date de quand, en fait, cette vraie prise de conscience? Ah ben, il y a un peu plus d'1 an, on va dire. C'est là où je me suis dit, ça pouvait plus continuer, quoi. Je pouvais pas faire souffrir ma famille. Moi, qu'on m'abandonnait comme ça, il fallait réagir ou mourir, quoi. C'était ça, quoi. On va marquer une courte pause avant de poursuivre le débat autour de votre situation. Bruno, n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag Toute une histoire. À tout de suite. Comme nos invités, vous pouvez nous raconter votre histoire. Vous êtes actuellement en couple avec une personne bisexuelle. Vous venez de tomber amoureux d'une personne qui aime les hommes et les femmes et vous hésitez à vous lancer dans cette relation par peur de souffrir. Votre conjoint vous a toujours dit qu'il était bisexuel, mais il vient de vous quitter en vous annonçant son homosexualité. Vous êtes en couple avec une personne bisexuelle et votre entourage ne le comprend pas. Vous avez toujours aimé les hommes et les femmes sans distinction, car ce qui compte avant tout pour vous, c'est la personnalité. S'il s'agit de votre histoire, contactez-nous au 0820 16 30 15 ou sur les réseaux sociaux. Bientôt, au programme de Toute une histoire, 13 463. C'est le nombre d'attentats répertoriés en 2014. Ces attaques terroristes ont coûté la vie à 32 700 personnes, soit 80% de plus qu'en 2013. Je l'ai vu survenant de nulle part. Ça a duré très peu de temps et on a entendu des tirs. Nos invités ont directement été touchés par les attaques terroristes qui secouent la France et le monde. Votre fils Imad a été assassiné par Mohamed Merah. C'est un Français qui était terroriste. C'est un Français qui a tué nos enfants. J'ai vu un homme torse nu avec une mitraillette comme ça. J'ai eu très très peur. Il était en train de tirer en rafale sur les gens. Vous pensiez à quoi là à ce moment-là? On va mourir. On va mourir. À leur côté, Samuel Mergui, psychologue, il nous dira comment continuer à vivre après un tel choc. C'est une exposition à un événement qui va changer la personnalité. Il n'y a pas uniquement des symptômes négatifs, source de souffrance, il peut y avoir des symptômes positifs. Ça peut rendre plus jovial ou ça peut rendre les gens plus téméraires, par exemple. Je peux pas non plus donner la victoire aux terroristes en disant je vais détruire ma vie, la mienne, ceux de mes enfants, pour eux en fait. Bienvenue dans Toute une histoire. Si vous nous rejoignez, les prévisions des spécialistes sont alarmantes. Selon une étude de l'OMS, en 2030, un Français sur 4 sera obèse. Bruno est déjà touché par la maladie et fait tout pour s'en sortir. Et c'est pour lui, pour l'aider, que nous sommes réunis aujourd'hui. Docteur Pourchet, est-ce que vous pouvez nous commenter ce chiffre? C'est un chiffre incroyable. C'est un chiffre incroyable, mais malheureusement qui est probablement une réalité pour l'avenir. Alors c'est l'obésité, encore une fois, c'est pas la maladie obésité qui touchera 30%, mais tout est relié évidemment. Hein, le problème d'obésité-maladie augmente même encore plus vite que l'obésité. Je réinsiste aussi sur le suivi et sur une prise en charge toute la vie, hein, c'est-à-dire qu'on l'a très bien décrit précédemment. Il faut absolument s'intégrer dans une prise en charge globale durant toute sa vie et la chirurgie n'est pas une baguette magique du tout. On est face à une situation grave où la chirurgie permet de passer un cap, mais après, il faut véritablement mettre en place globalement, d'un point de vue psychologique, nutritionnel, etc. Pourquoi? Parce que c'est pour éviter qu'on puisse replonger? Il y a quelque chose comme ça et le deuxième élément, c'est que la maladie, elle fait partie du patient. Le diabète est plus parlant, souvent on sait bien, un diabétique, mais il faut que toute sa vie fasse attention au sucre. Mais là c'est pareil, c'est-à-dire qu'on souffre d'une maladie qui fait partie de soi, qui est compliquée, qui fait intervenir plein de facteurs, mais qui fait partie de soi et même avec la chirurgie, on n'est jamais guéri. Donc ça c'est un élément aussi important. Par contre, de sortir d'une situation de détresse
qui touche les patients, les personnes qui sont présentes ici, on ne peut pas l'obtenir en dehors de la chirurgie, malheureusement. Peut-être que dans 10 ans, on aura d'autres traitements, mais aujourd'hui, malheureusement, on n'arrive pas à sortir de cette étape-là, autrement que par une intervention. C'est ce que vous êtes en train de dire à Bruno? C'est vraiment, je ne suis pas en train de vendre la chirurgie, hein, d'autant plus que je suis chirurgien à l'hôpital, enfin, j'ai aucun élément qui puisse me toucher. Et d'ailleurs, Laurent Ournac a fait un parcours comme tout le monde, c'est quelque chose qu'il faut vraiment dire. C'est-à-dire qu'il ne sait pas parce qu'il est connu, c'est pas parce qu'il a des moyens, il a fait le parcours comme tout le monde pendant plusieurs mois. C'est-à-dire qu'au début, il n'était pas convaincu par l'idée de se faire opérer, lui non plus? Il s'en doutait, il avait réfléchi à la situation, mais il n'était pas convaincu. Et c'est en parlant où il a réalisé la situation qu'il percevait déjà instinctivement. C'est-à-dire que certes, on arrive à maigrir en faisant des efforts, mais on maigrit et puis malheureusement on reprend très très vite derrière. Alors ce qu'on n'a pas dit jusqu'à présent, c'est qu'il y a une opération, une grosse opération très lourde, certes, la sleeve, mais qu'après, il y en a plein d'autres opérations. Bien sûr. Bien sûr. Il y a des interventions notamment de reconstruction, on appelle la chirurgie reconstructrice. C'est-à-dire quand on a perdu 100 kilos, 200 kilos, c'est des chiffres qui sont très importants, qui sont très rares, mais on a la peau qui tombe, il y a une dégradation du corps qui fait qu'on peut être amené à recourir à ces chirurgies. Mais ce n'est pas obligatoire. Environ 40% des patients opérés ont recours à ce type de chirurgie. Donc, ce n'est pas tous les patients, loin de là. Vous y avez eu recours, d'ores et déjà? Non, pas encore. Mais vous y pensez? J'espère. Ah oui, oui, vraiment, par la suite. Ah oui, 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 dit-elle. Ah oui, vraiment. Alors, nous tenions à vous présenter, Bruno, une mère et sa fille qui ont souffert du même problème que vous et qui voulaient vous donner, elles aussi, un peu d'espoir sur ce qui vous attend. On va les accueillir? D'accord? Ouais. Bon, alors d'accord. Bonjour, Corinne et Alexia. Bonjour. Corinne et Alexia, toutes les deux, vous avez été opérées pour perdre du poids. Corinne, vous vous êtes d'abord fait poser un anneau, comme Laurent, c'était en 1989, mais il a été retiré? Il a été retiré, oui. Ouais. Pourquoi il y a eu des complications? Il y a eu un petit problème de santé qui a amené à devoir enlever cet anneau. Et j'ai eu, suite au retrait de l'anneau, le même jour, un bypass. Alors, on n'a pas parlé du bypass, c'est différent de la sleeve, le bypass? Très différent. Donc, il y a 3 grands montages. L'anneau gastrique, tout le monde le connaît assez bien, il imagine. C'est-à-dire que c'est un anneau autour de l'estomac qui vous empêche de manger, donc qui est purement restrictif, comme on dit. La sleeve dont on a parlé. Donc on a bien compris que ça ne marchait pas toujours, l'anneau gastrique. Voilà, alors malheureusement, l'anneau, qui est une technique qui a été énormément utilisée, surtout en Europe, qui a de résultats qui ne sont pas nuls, est caractérisé par des complications à long terme. Et c'est probablement le cas présent, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de complications, puisqu'on met un corps étranger dans le ventre, c'est pas normal, et on revient beaucoup à l'anneau. Aujourd'hui, l'anneau est quasiment... il y a très peu d'anneaux qui sont mis en place en France, alors que c'était la première méthode utilisée en 2011. D'accord. Alors, donc le bypass. Effectivement, alors le bypass, qui est la 3e grande technique qui est utilisée, qui est très différente, c'est-à-dire qu'elle réduit la taille de l'estomac, donc on découpe l'estomac en diminuant sa taille, en faisant une petite poche. Donc comme la sleeve? Gastrique, un peu comme la sleeve, mais c'est pas du tout le même type de poche. On n'enlève pas d'estomac avec le bypass, on se contente de le découper. Et pour que la continuité, donc les aliments descendent dans le tube digestif, on est obligé de faire une anastomose, qu'on appelle anastomose, c'est-à-dire une couture de l'intestin, de l'estomac et de l'œsophage, directement sur l'intestin plus bas, donc à peu près 2 mètres plus bas que le duodénum et que la digestion normale. Qu'est-ce qui fait qu'on préfère la sleeve ou le bypass? Alors, c'est de grandes polémiques chirurgicales. Tous les chirurgiens ne sont pas toujours d'accord. En tous les cas, ce sont 2 méthodes. Le bypass crée une malabsorption, c'est-à-dire qu'on ne digère plus comme il faut.
On élimine beaucoup plus, on n'absorbe plus les vitamines, plus un certain nombre de nutriments, donc on perd, si vous voulez, en permanence. Ça peut être des diarrhées qui sont assez fréquentes dans ce type d'intervention ou autre. Donc on est dans une situation de stress permanent, si vous voulez, où la digestion se fait mal. Ça permet de maigrir. Ça permet de contrôler la maladie. C'est douloureux, non? Mais c'est une méthode qui est quand même plus agressive d'un point de vue physiologique, plus difficile à faire que les autres techniques. Et donc, c'est vrai que pour ma part, je réalise le bypass, bien sûr, dans un certain nombre de situations. Donc, c'est réservé chez des patients particuliers, mais la plupart du temps, on réalise des sleeve gastrectomies. D'accord. Donc, vous avez eu un bypass. Oui. Comment ça s'est passé? Vous avez été opéré en... Alors j'avais eu une pose d'anneau en 98 qu'on a retirée en 2012 et dans la même journée j'ai eu donc le retrait de l'anneau et le bypass. Voilà. Que vous avez... J'ai bien supporté. Bien supporté. Mais par contre j'ai repris du poids. Après? Après. En fait j'étais plus temporisée quand j'avais mon anneau. J'avais une sensation de satiété beaucoup plus rapide que quand on me l'a enlevé et que j'ai eu le bypass. J'arrivais mieux à manger, en fait. Mais là, vous en avez reperdu? Là, j'ai reperdu. D'accord. Mais parce que j'ai été voir une nutritionniste et que j'ai repris les choses en main. D'accord. Oui, parce que malgré les opérations, on peut quand même reprendre du poids. Bien sûr. Alexia, vous avez eu une sleeve? Oui. J'ai eu une sleeve en 2013 avec pas mal de complications derrière. Vous pesiez combien? Au moment de la sleeve, je pesais 122 kg. Et aujourd'hui, je fais 70 kg et je suis à un poids stable pour le moment. Et pourquoi des complications? Après l'opération, mon corps a mal réagi. J'ai fait une fistule. En fait, c'est l'estomac qui se fissure. Par la suite, je suis restée un bon moment sans manger. Ensuite, on a refait des radios qui se sont avérées qu'il n'y avait plus de fistule. Malheureusement, quelques jours après, ça s'est réouvert. Donc, il a fallu faire une pose de prothèse au niveau de l'estomac. Donc, c'est quelque chose qui tapisse l'intérieur de l'estomac pour qu'on puisse quand même ingérer quelque chose. Malheureusement, je l'ai mal supporté. Donc, il a fallu on me nourrisse encore par voie centrale. Je suis restée comme ça pendant encore 2 mois. Ensuite... Tout ça avec des douleurs? Avec des très fortes douleurs. J'étais sous des doses assez astronomiques au niveau des calmants. Au point où les médecins ne savaient plus quoi faire pour me calmer. On m'a même envoyé... je ne sais plus c'était quoi le terme exact, mais une psychologue pour essayer de faire en sorte de me calmer autrement que par des médicaments. Dites donc, vous êtes venu donner un peu d'espoir, mais tout ça n'est pas très réjouissant quand même. Non, mais voilà, je suis passée par des épreuves très compliquées. Après le retrait de la prothèse, j'ai eu d'autres complications. J'ai eu une sténose au niveau de l'ésophage, c'est un rétrécissement. Donc il a fallu faire plusieurs dilatations. Malheureusement, il y en a une d'elles qui s'est mal passée, donc ça a entraîné des plus grosses complications. J'ai dû passer par une thoracotomie, des drains thoraciques et un coma artificiel. Et c'est vrai qu'à 17 ans, c'est quand même très lourd. Et j'ai continué encore pas loin de quelques mois derrière à l'hôpital. Voilà. Mais, en tout cas, vous êtes devenu un médecin spécialisé. Oui. Hein, vous connaissez tous les termes techniques. Malgré tout, je voudrais quand même dire que je ne regrette pas tout ce que j'ai fait. Ça a été dur et long. Oui. Et ça vous a privé de votre jeunesse quand même, j'imagine, à 17 ans. J'ai passé une longue année et même si c'est quand même très dur d'avoir vécu tout ça, je regrette vraiment pas d'avoir fait cette opération parce que j'étais dans un état physique et psychologique que je ne pouvais plus supporter. Je pouvais plus me regarder, je sortais plus, j'avais plus d'amis, c'était vraiment très très dur. Si vous êtes capable de regarder cette photo? Ça me fait mal de mort comme ça. Ouais. Aujourd'hui, vous êtes devenue une très jolie jeune fille. Merci. Hein, Kevin, qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez quoi? Vous avez quel âge aujourd'hui? 19 ans. 19 ans. Vous avez pratiquement le même âge. C'est vrai que ça ne fait pas envie de se faire opérer quand on entend le parcours que vous avez connu. J'ai quand même beaucoup hésité. J'ai fait 2 années en centre médical pour essayer de perdre du poids toute seule.
Malheureusement, il y a eu des faits qui ont fait que j'ai repris du poids par la suite. Et malgré d'essayer encore des régimes derrière, le problème c'est qu'on soumet notre corps à des régimes et des régimes et des régimes. Et forcément, comme l'a expliqué le docteur tout à l'heure, quand on essaye plusieurs régimes à la suite et qu'on finit par reprendre, on reprend parfois le double de ce qu'on a perdu. Et on se retrouve dans la situation dans laquelle où j'étais, où on sait plus comment perdre, parce que même en faisant tous les efforts pour manger correctement, et faire du sport, je ne perdais quand même plus de poids, donc j'en suis arrivée à me décider de faire cette opération. Juste un mot du chirurgien sur toutes ces complications. Est-ce que ça arrive souvent, ces complications? Heureusement, c'est rarissime. Et ça veut dire quoi? Que le monsieur qui l'a opéré n'était pas très compétent? Non, on ne peut pas dire ça. Les complications, donc les deux grandes complications de ces interventions, c'est l'hémorragie et la fistule, donc la fuite du liquide gastrique. On découpe l'estomac et sur la couture qu'on a fait, c'est des systèmes d'agrafe, il peut y avoir des fuites. C'est décrit autour de 2% dans la littérature. La situation d'Alessia est encore plus grave, c'est-à-dire qu'elle l'a très bien exposé tout de suite. C'est une situation rarissime. Il y a également, il faut insister sur le fait que beaucoup d'études ont été faites pour comparer opération versus non-opération. Et on a notamment une étude qui est impressionnante, qui a un suivi de plus de 20 ans, et qui est, on réduit la mortalité de 40% quand on a été opéré. Donc il y a beaucoup plus de morts quand on reste comme on est. Alors certes, il y a des risques, il faut être prévenu de ces risques, ça c'est très important. C'est-à-dire qu'en consultation, je m'oblige systématiquement à dire aux patients, vous avez un risque de mourir avec l'opération. Il faut bien se préparer, il faut pas faire ça à la légère. Mais heureusement, c'est très rare. Elle avait des risques de mourir aussi si elle ne le faisait pas, si on ne le faisait pas. Ça a été décidé par des équipes médicales, vraiment. Tout à fait, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de doute là-dessus, il y a plus de risques de mourir en restant comme on est qu'en faisant l'opération. Ça a été prouvé. Trop jeune d'opérer une jeune fille de 17 ans? Est-ce qu'il ne faut pas attendre que la croissance... Il y a beaucoup de polémiques, effectivement, là-dessus. Il y a des recommandations de la Haute Autorité de Santé qui sont en cours de rédaction actuellement et qui vont statuer. Aujourd'hui, c'est entre guillemets interdit. C'est-à-dire que moins de 18 ans, il faut pas se faire, on n'a pas le droit d'opérer, théoriquement un chirurgien n'a pas le droit, en dehors d'une étude de recherche et d'une évaluation dans des équipes très spécialisées. Donc aujourd'hui, ce sont les recommandations. Donc effectivement, on peut discuter de ça. Mais moi, je suis convaincu que plus tôt on prend en charge la maladie, et meilleur c'est. Moins on a de complications, on est en train de le mettre en évidence, et mieux c'est puisque le corps est moins abîmé. Donc d'avoir été opéré, c'est à mon sens pas forcément une faute, effectivement, c'est jeune. Il faut le faire dans des centres qui ont l'habitude, avec des équipes de pédiatres, avec des équipes de psychologues, enfin multidisciplinaires. Mais c'est pas une erreur, au contraire, personnellement, je m'engage que pour moi, je pense qu'au contraire, plus tôt on prend en charge la maladie, mieux c'est. Après, il y a des limites, bien sûr, d'âge. Mais... Alors Alexia, c'est une nouvelle vie, j'imagine, aujourd'hui. Vous disiez tout à l'heure que vous n'aviez plus d'amis en pesant le poids que vous pesiez avant votre opération. Oui. Aujourd'hui, vous avez retrouvé des amis, vous avez à nouveau une vie sociale. Alors aujourd'hui, j'ose plus sortir, j'ose m'habiller de façon dont j'aurais jamais osé. Par exemple, il y a 3 ans, cette robe, jamais je l'aurais portée. Je me mettais pas du tout en valeur, alors qu'aujourd'hui, je fais vraiment un maximum d'efforts pour... prendre un peu plus confiance en moi. Après, c'est vrai qu'on a tendance toujours à se voir un petit peu comment on était avant, malgré qu'on est quand même perdu. C'est vrai que c'est quelque chose qu'il faut intégrer dans sa tête. Qu'est-ce que vous faites justement pour intégrer ce nouveau physique? Je viens sur votre plateau, par exemple. C'est vrai que de venir ici, c'est une épreuve pour moi, parce que c'est quelque chose que jamais j'aurais pensé faire avant. Mais sinon, voilà, c'est sortir avec des amis un peu tous les soirs. L'été dernier, c'est ce que j'ai fait pour essayer justement de bouger, de reprendre un cours de vie normal, quelque chose que je n'avais pas vécu de toute mon adolescence. Cet été, vous êtes mise en maillot sur la plage? Non, j'ai pas osé. Par contre, en fin d'été, je suis allée chez mon frère. Bon, chez mon frère, c'est un petit peu différent à la piscine, j'ai quand même osé, mais c'est vrai que c'est quelque chose, j'ai osé acheter un maillot de pièces, quelque chose que j'aurais jamais fait avant non plus.
Et là, récemment, je suis partie en vacances chez des Donc amis, au bord de la piscine, c'était plus feutré, plus intime. Voilà. Alors Mais, qu'à la là, plage, pareil, je suis allée rejoindre des amis il y a quelques semaines. Donc chez mon ami qui a une piscine. Et pareil, même devant des amis, je n'osais pas avant. Et là, j'ai osé quand même me mettre en maillot devant mes amis, alors que c'est quelque chose que j'aurais jamais fait. il faut, Frédéric, respecter un certain deuil de l'enveloppe physique qu'on avait. Et puis, quand il y a des changements aussi brutaux de physique, c'est difficile de se réapproprier tout de suite son corps. Donc, ce qui est très important, c'est qu'effectivement, je disais, le corps obèse, à un moment, il devient abstrait et presque mort. Et il faut faire vivre ce nouveau corps. C'est-à-dire que ça passe par une activité physique, mais ça passe aussi par la danse, ça passe par réapprendre à se regarder pour se réapproprier ce corps. Mais il faut le sentir. Il faut le sentir dans une démarche, effectivement, de plaisir aussi, de toucher, de massage, pour s'approprier pleinement ce corps physique nouveau et pour qu'il y ait de moins en moins de décalage entre le corps d'avant et votre nouveau corps. Et c'est aussi important de se dire, la perte de poids par une opération, c'est une étape. Après, il y a toute une hygiène de vie à mettre en œuvre. Et moi, où là, je vois souvent un syndrome un peu dépressif après, c'est-à-dire que perdre du poids ne résout pas non plus tous les problèmes. Donc, il faut vraiment tenir compte de ça, et ce qui souvent pousse les gens à regrossir d'ailleurs. Alexia, les massages ? J'en ai pas eu encore, mais je voulais juste revenir sur quelque chose qu'elle a dit juste avant. Après la sortie d'hôpital, je pense que ça peut aussi se jouer dans le cas d'une opération qui se passe bien. Moi, à ma sortie d'hôpital, il faut aussi dire que j'étais restée 1 an coupée du monde. C'est quelque chose qu'on oublie parfois de nous dire quand on fait ce genre d'opération, c'est que le retour à la vie normale n'est pas toujours évident. Laurence, par exemple, le vit bien, d'après ce que j'ai compris. Mais moi, c'est vrai que le retour à la maison, par exemple, je l'ai très très mal vécu, et pendant les 6 premiers mois, je suis partie en dépression. Donc c'est vrai que c'est quand même important d'aborder aussi ce sujet-là. C'est ça. Et vous sauriez dire pourquoi ? Alors je pense qu'il y a plusieurs facteurs. C'est le fait que je suis restée 1 an coupée du monde qui joue aussi beaucoup. Pendant 1 an, j'ai pas mangé, ou très peu. J'ai été nourrie exclusivement par des sondes. Ensuite, la seule présence qu'on a, avec la chance que j'ai, ma mère est venue quasiment me voir tous les jours à l'hôpital. Mais voilà, la seule présence qu'on a à longueur de journée, c'est des infirmières. Et sinon, le reste du temps, on est seul dans sa chambre. Et revenir à la maison, c'est vrai qu'on reprend ce même engrenage de rester seul dans son coin, à faire ce qu'on veut, comme on veut, se lever aux heures qu'on veut. Moi, quand j'étais à l'hôpital, je ne savais pas si on était le lundi, le mardi, je ne faisais pas attention aux heures. Et c'est vrai que revenir à la maison, il faut quand même si l'opération se passe bien, juste le changement d'alimentation est quand même quelque chose qu'il faut. Donc aujourd'hui, quand même, vous avez l'air d'avoir surmonté tout ça. Oui. Juste un mot sur votre vie sentimentale. Est-ce que vous osez envisager ? Oui, bien sûr. J'ai une relation il n'y a pas très longtemps qui s'est très bien passée. On s'est quitté sur de bons termes pour d'autres raisons. Mais oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, je me dis que j'ai peut-être l'occasion de trouver quelqu'un, alors qu'avant, c'était... j'y pensais même pas, quoi. Donc, est-ce que Bruno, elles vous ont convaincu de revenir à la vie ? Ah oui, revenir à la vie, oui, parce qu'il n'y a rien de plus beau. Il faut vivre. Parce que j'aurais qu'une chose à dire, c'est que notre peuple vaincra. J'avais dit que je le ferais. Quel peuple ? Notre peuple. Ceux qui ont besoin par la différence, qu'elle soit sur l'obésité ou autre chose, de réapprendre à vivre avec tout le monde et en harmonie avec soi-même déjà. Merci à tous d'être venus nous voir. Laurence, c'est vous que nos téléspectateurs pourront retrouver cet après-midi sur le chat de Toute une histoire. Et puis n'oubliez pas votre rendez-vous dans Version Féminin ce week-end. Merci à vous, merci à Frédéric et merci à vous tous pour votre fidélité. On se retrouve tout de suite avec un nouveau numéro de l'Histoire continue.
où nous retrouverons Véronique qui assume toujours ses rides à 66 ans et Pierre, le cascadeur, qui n'a peur de rien. À tout de suite. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Dans quelques minutes, ça va déménager dans l'histoire continue. Car nos invités ont beau être des seniors, ils ne ressentent pas le poids des années. Nous retrouverons Véronique, sans Davina, mais avec Renaud, notre reporter de choc. Toutou youtou, toutou youtou. Va-t-il réussir à suivre cette sexagénaire pleine d'énergie? Pas si sûr. Quant à Pierre le cascadeur, que nous avions découvert dans les airs, nous le retrouverons dans l'eau, mais toujours aussi en forme. Quelle est leur recette pour garder la pêche? Ils nous le diront juste après la pub.